Nous nous retrouvons pour le Club des Hommes en Noir, deuxième saison, septième émission. Et j'ai la joie d'accueillir pour cet épisode l'abbé Claude Barthes, l'abbé Grégoire Sellier et notre laïc traditionnel, notre laïc de l'étape, notre ami Daniel Amiche. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Bien, je vais dire tout simplement, même si c'est un sujet important qui va certainement occasionner quelques échanges vigoureux, celui de l'arme nucléaire. Pourquoi parler de l'arme nucléaire? Et peut-être plus largement parlerons-nous d'ailleurs de la guerre. Eh bien tout simplement parce que le pape François, lors de son voyage récent au Japon, est bien sûr revenu sur ce thème, a à nouveau condamné l'utilisation possible de l'arme nucléaire, ce qui a entraîné beaucoup de contestations. Ça a été d'une part repris par l'ensemble de la presse, mais dans les milieux catholiques, c'est devenu, j'allais dire, une habitude. Ça a entraîné également beaucoup de contestations de la parole du pape. Alors sur ce sujet de l'arme nucléaire, messieurs, est-ce que, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, est-ce que le pape François est en décalage avec l'enseignement de ses prédécesseurs, comme certains l'ont affirmé, ou est-ce que finalement, si on pardonne l'expression là aussi, il se coule dans un sillon déjà tracé? Tout dépend de quel prédécesseur on parle. Monsieur l'abbé Barthes, parlez-nous alors. Je pense qu'il est en effet en désaccord avec la brève parole dite par Jean-Paul II sur cette question. On parle de nucléaire, mais très précisément de la dissuasion nucléaire. On parle de l'arme nucléaire, et donc qui est plutôt utilisée comme une dissuasion que comme un acte... Donc, traditionnellement, la dissuasion nucléaire n'est pas autre chose que l'arme nucléaire, puisqu'on dit à l'adversaire qu'on est prêt, conditionnellement, à lui envoyer des bombes nucléaires pour le vitrifier, comme on dit, c'est-à-dire pour anéantir les populations civiles. Ce qui est évidemment contraire à la morale de l'Église, à la morale de la guerre d'abord tout simplement, et donc la morale. Parce qu'il y a une morale de la guerre. Parce qu'il y a une morale de la guerre. Même si la guerre est un fléau terrible, il y a donc des... Parce que, pardon de vous interrompre, mais les papes, au moins depuis 50 ans, ne cessent, je pense notamment au message traditionnel du 1er janvier, qui est la journée dite pour la paix, de nous dire que, ou en tous les cas, de nous laisser croire dans notre compréhension des choses, que la guerre est un mal absolu, et qu'il faut faire guerre à la guerre. Donc, ce n'est pas seulement depuis 50 ans, hein, puisque Benoît XV, pendant toute la guerre de 14... Merci de cette précision, justement. etc. Non, je dirais que la lutte contre la guerre n'a pas toujours été le cas pour l'Église, parce que rappelons quand même que les croisades ont été fomentées par l'Église, hein, par le pape Urbain II, mais c'est une guerre. Mais depuis... plus d'un siècle, peut-être même à 150 ans, il y a une politique récurrente des papes pour lutter contre la guerre. Mais je sais pas, la guerre moderne alors. Ça a toujours été. Voilà. Au Moyen-Âge. Non, la paix de Dieu. Non, mais je veux dire, l'Église n'a pas toujours, les institutions ecclésiastiques n'ont pas toujours empêché la guerre, ils l'ont parfois poussé c'est le cas des croisades, mais effectivement, l'Église est en soi contre la guerre, qui est un fléau humain absolument. Mais encore une fois, les croisades ne sont pas, c'est pas une guerre au sens où on l'entend typiquement. C'est quand même des militaires qui vont combattre, ça s'appelle une guerre. C'est une opération. Mais l'Église n'a jamais été. C'est une opération de pacification, de protection des chrétiens qui étaient... Mais je ne dis pas que c'est mauvais les croisades. Voilà, je ne dis pas que c'est mauvais les croisades. Je dis que c'était quand même des hommes d'armes qui allaient combattre. Voilà, on va peut-être redonner la parole à l'abbé Barthes. Pour simplifier les choses et pour revenir au droit de guerre, qui ça vaut pour les croisades, ça vaut pour toute guerre, ce qu'admet la morale de la guerre, c'est donc pour la déclaration d'abord de la guerre, après il y a le ius in bello, comment on doit faire la guerre, mais pour le ius ad bellum, c'est que la guerre n'est concevable que pour la défense du bien commun. Donc, dans la plupart des cas, ça va être une guerre défensive, éventuellement offensive pour être défensive, mais dans les croisades sont bien... Pardon, offensif pour être défensif, c'est-à-dire qu'on va déclarer la guerre à quelqu'un qui ne nous attaque pas,
parce qu'on pense qu'il va vous la déclarer, on est à peu près certain que, ou bien pour récupérer des biens, des territoires injustement pris par lui. C'est le cas des croisades, n'est-ce pas? Il s'agissait, dès la première croisade, de récupérer les biens, et notamment les lieux saints, qui avaient été spoliés, pris tout récemment par les musulmans, par les Turcs. Sur l'Empire byzantin. Sur l'Empire byzantin. Donc c'était une guerre juste, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, la manière de la faire, c'est autre chose. Évidemment, quand on va piller Byzance, c'est une autre affaire. Donc il y a une morale de la guerre, il y a la possibilité d'avoir une guerre juste, selon la doctrine catholique. Et alors, est-ce que l'arme nucléaire change quelque chose à cette histoire? L'arme nucléaire. Pardon d'être aussi direct. Après, comment faire la guerre? Avec comment faire la guerre d'abord, globalement, et pour ne pas rentrer dans toutes sortes de détails, on ne peut pas, il faut attaquer des combattants ou des lieux de combat, des industries éventuellement pour empêcher le combat d'eux, etc. La guerre du siècle, tout ce qui a directement rapport avec la guerre, bien sûr, avec la possibilité de faire la guerre. Mais on ne va pas attaquer les populations civiles. Par principe, attaquer la population civile. On peut évidemment, il y a ce qu'on appelle les dommages collatéraux actuellement. Que nos amis américains appellent les dommages collatéraux. C'est une politique là même. Mais parce qu'ils connaissent un petit peu le droit de la guerre et qu'ils vont parler de dommages collatéraux parce qu'ils savent qu'attaquer les populations civiles, c'est quand même pas très bien. Les attaquer comme telles, comme l'a fait par exemple... Comme ça qu'est née la notion de dommage collatéral. Hein. Oui, mais comme l'ont fait, donc, pour parler des choses plus récentes, dans la dernière guerre mondiale, l'Allemagne d'abord, en attaquant les villes anglaises, l'Angleterre ensuite, en bombardant de manière terrible Dresde, etc., ou les Américains, Hambourg et bien d'autres villes, ça, évidemment, c'est totalement immoral, c'est du terrorisme. On attaque l'adversaire dans ses innocents, ou supposés innocents, les civils, à coup sûr innocents, les enfants, pour mettre fin au conflit. Et l'arme atomique rentre dans ce cadre-là, puisque telle qu'elle est employée, il y a peut-être des emplois différents possibles, les fameuses frappes chirurgicales, ou bien les frappes pour empêcher les missiles, les missiles antimissiles. La guerre des étoiles, c'est un peu compliqué, je rentre pas là-dedans, et puis d'ailleurs c'est pas mon rôle. Mais vous n'êtes pas spécialiste technique. Pour l'instant, je ne fais que rappeler ce que l'Église dit sur la question. Donc le fait, par principe, d'attaquer les populations civiles et de les anéantir, ça c'est immoral, aussi bien quand on le fait, les Américains à Nagasaki et Hiroshima, que quand on menace de le faire, puisqu'on menace conditionnellement de faire une guerre immorale, ce qui est immoral. Je pense que d'abord c'est un problème de... J'avais une question, mais allez-y. Allez-y. Non, mais c'est un problème de morale. Or, dans la morale, l'Église donne des grands principes, des règles générales, l'Église institutionnelle, l'Église magistérielle, et ensuite l'application est faite par les théologiens, elle est faite par les praticiens de la chose, par exemple les politiques en matière politique. Elle est faite par la foule honnête aussi, qui juge bien... La foule honnête. La foule honnête, voilà, qui juge bien. Et aussi, elle peut être portée par l'Église institution historique, culturelle, en tant qu'elle est mêlée au reste des hommes. Ça a été le cas de ce qu'elle a fait, par exemple, pour la trêve de Dieu, pour la paix de Dieu, dans lequel elle a agi selon les circonstances et selon les types de choses qui se présentaient. Parce qu'en réalité, dans ce genre de choses, il ne faut pas oublier que les choses évoluent. Je veux dire, la guerre au temps du Moyen-Âge, où on se battait comme les Maccabées, c'est-à-dire avec des épées et des arcs, grosso modo, n'est pas la même guerre qu'avec des bombes atomiques et des drones. Et il y avait aussi des choses admises à l'époque que nous n'admettons pas. Par exemple, la torture était admise à l'époque, nous ne l'admettons plus. Et il y avait des choses que nous admettons et que nos pères n'auraient pas admis, par exemple des drones tueurs. C'est-à-dire de tuer à distance, quand on est au Texas, des gens en Irak, sans être face à eux pour risquer sa vie. Ça, nos anciens... Oui, c'est pas très chevaleresque, effectivement. Nos anciens ne l'auraient pas admis. C'est pas chevaleresque, mais savoir si c'est moral ou pas, c'est tout. Non, mais ça l'était à l'époque, supposé qu'il... Non, je pense quand même avec que... Une flèche, voilà, avec une arbalète, vous êtes pas... Par exemple, l'Église, les institutions ecclésiales ont voulu interdire l'arbalète, et puis, bon, finalement, ça a été admis parce que, voilà... donc, effectivement, moi, je noterais dans la dissuasion nucléaire
qui effectivement repose sur le fait de faire peur à l'autre, d'accord, que ça n'a servi qu'une fois, c'est-à-dire en deux étapes, Nagasaki et Hiroshima, mais la bombe nucléaire n'a pas servi depuis, et il n'y a pas eu de guerre mondiale depuis non plus. Donc il faut aussi tirer des conséquences de cela, c'est-à-dire que cette dissuasion nucléaire, tout imparfaite, etc., qu'elle soit, a donné une ère de paix, pas négligeable, de 70 ans de paix, disons, pour l'instant, de paix générale avec des conflits locaux, des conflits locaux qui se sont réglés, pas avec l'arme nucléaire, justement. Est-ce que, en caricaturant un petit peu ce que vous venez de dire, est-ce que je comprends bien, c'est, en fait, l'Église a son discours et a sa morale de la guerre. Très bien, mais soyons un peu réalistes et constatons encore une fois, l'application des grands principes. Il faut, oui ou non, application ou pas, spécialiste ou pas, qu'est-ce que l'Église pense de la diffusion nucléaire? Et c'était la question que vous posiez au début. Mais je ne pense pas que l'Église magistérielle ait un discours définitif sur la dissuasion nucléaire. C'est là où je ne suis pas d'accord avec vous. Elle pose des grands principes et ensuite l'application morale effective et le jugement est à faire, encore une fois... Pour la théologie morale en général, l'Église a mis des bornes pour certains théologiens moraux qui étaient trop laxistes ou trop rigoristes, mais après, elle laisse les théologiens moraux, par exemple, juger, et moi j'ai des livres de théologie morale sur un certain nombre de sujets, ils ne sont pas d'accord, voilà. Et c'est des sujets importants et des sujets graves, mais ils ne sont pas d'accord. Est-ce que ceci est permis ou ceci n'est pas permis dans tel ou tel si je comprends bien, il y a de votre part une condamnation de principe de l'usage de l'arme nucléaire, mais vous laissez entendre, peut-être que je comprends mal, hein, et vous laissez entendre qu'elle peut être. Non, j'ai pas dit que selon vous, la dissuasion est-elle morale ou pas, la dissuasion nucléaire? Pour moi, oui, je pense que à certains égards, elle peut l'être, dans la mesure où effectivement, elle apporte une certaine pacification de fait. Mais pardonnez-moi, on voit bien que l'effet est bon. Mais le moyen est mauvais. Mais encore une fois, dans l'histoire de la guerre, dans l'histoire de la guerre telle qu'elle a été pratiquée, dire qu'on respecte absolument les populations civiles n'est pas une réalité historique. C'est pas une réalité historique. Encore une fois, dans les guerres, vraiment. Aussi bien dans ce cas-là, elle est condamnable. Ces guerres-là sont condamnées. C'est une manière de la faire. Quand on regarde les guerres, par exemple, il y a quand même quelques souverains français, pour parler d'eux, il faudrait répondre à votre question tout à l'heure. Mais allez-y. Quelques souverains français qui ont tenté de respecter les lois de la guerre. Aussi bien la déclaration que la manière de la faire, et qu'ensuite les traités, post-bellum. Et là, on parlait du respect des populations civiles. Mais justement, ce respect des populations civiles, je crois qu'il a été le cas, en tout cas dans la volonté, par Saint-Louis. Je crois qu'il a été le cas aussi, on ne dit pas assez, par Louis XV, qui était extrêmement moral et qui avait un bon catéchisme moral. Sur ces questions-là, très moral. C'est une grande découverte, mais merci Monsieur l'abbé, on est content de vous avoir fait venir sur ces questions-là. Ça veut dire que c'est plus compliqué que ça n'a l'air, puisque Louis XV est moral sur certains points et ne l'est pas sur d'autres. Et sur là, certainement, il avait un beau catéchisme, celui de Fleury. Donc voilà, c'est ça, il avait celui de Fleury. Il tentait de respecter les lois de la guerre, et notamment de ne pas écraser la population. Alors, on va peut-être laisser la parole un peu à Denis Amiche, puis on reviendra dans la suite de la discussion. C'est un problème vraiment très complexe. Le problème de la dissuasion nucléaire, comme disait M. l'abbé Sellier, oui, c'est tout à fait vrai que la dissuasion nucléaire a en quelque sorte empêché le déclenchement d'une troisième guerre mondiale. Ça, c'est l'effet qui était possible, qui était censé être peut-être probable, était possible entre les deux blocs issus de la Seconde Guerre mondiale. Mais elle a un effet quand même, d'abord elle n'a pas empêché les guerres, sinon on ne voit pas pourquoi Pelsis serait allé à l'Assemblée de l'ONU pour dire plus jamais la guerre, c'est que donc il y en avait, et qu'il y en avait des extrêmement sérieuses. Il y en a toujours. Et elle a surtout eu un effet extrêmement pervers, cette dissuasion nucléaire, en gros, c'est-à-dire l'affrontement des deux blocs, États-Unis et Union soviétique. Ça a été de vouloir, pour un certain nombre de pays, de vouloir échapper à cette espèce de domination technologique et militaire qu'avaient ces deux superpuissances, à l'époque on les appelait des superpuissances, et qui les a donc conduits, elles-mêmes, ces nations de taille moyenne ou grande, à se doter aussi de l'arme nucléaire pour avoir une possibilité de négociation avec les superpuissances.
Et cette dissémination nucléaire est un danger mais colossal. Parce que, bon, on veut bien que les Russes, les Soviétiques, en tout cas, aient manifesté de temps en temps un peu de retenue sur ces questions. Vous voyez l'affaire du Cuba. Les États-Unis, une fois qu'ils ont envoyé leurs de bombes au Japon, bon, ont eu de la retenue. Ils n'ont pu jeter de bombes atomiques ailleurs. Ça ne les a pas empêchés de mener des guerres. Oui, alors qu'il y avait des demandes. Bombardement de populations civiles comme telles. C'est effrayant parce qu'on dit, là, dans la guerre, même aujourd'hui, c'est dans les. Je n'ai pas terminé mon développement. On dit il y a des dégâts, alors il y a des dégâts collatéraux, hein, ce qui est immoral, effectivement, comme disait M. Labébart. La guerre, autrefois, c'était de soldat à soldat. Ils devaient être obligés. Mais aujourd'hui, le principe de la guerre avec des armes atomiques, c'est qu'il n'y a que de l'extermination collatérale. Il n'y a plus du tout... voilà. Bon. Ça, c'est une chose importante. Et donc, cette dissémination nucléaire est le grand problème. C'est-à-dire que ce qu'on a pu soutenir comme étant une chose bonne, empêchant une troisième guerre mondiale, n'a pas empêché des guerres qui parfois prennent un tour quand même mondial, et en même temps est aujourd'hui une menace nouvelle. Vous voulez dire le fait des pays comme l'Iran, par exemple, c'est ça? L'Iran n'a pas encore l'arme. Israël. Mais oui, il n'a pas encore... Israël a l'arme nucléaire, et c'est quand même un grand danger. Évidemment, et ça peut être aussi un danger. L'Iran ne l'a pas. La Corée du Nord, là. L'Inde. Je suis désolé, mais l'Inde, là. Le Pakistan, là. Oui. Hein, c'est dit, les musulmans disent c'est la bombe atomique islamique. Bon. Mais c'est donc très mauvais, très risqué, mais c'est pas pour ça que c'est immoral ou pas. C'est immoral de soi. Mais c'est immoral. Mais la guerre, sauf les conditions bien explicitées que tout à l'heure vous avez dites, la guerre est immorale. Elle n'est pas tolérable. Enfin, elle est immorale. Non, pas dans l'absolu. Quelle guerre? Non, la guerre. Toute forme de guerre? Non, pas toute forme de guerre. Il y a des guerres qui sont des guerres tout à fait justes, et c'est bien défini par l'Église. Mais quand même, c'est terrible. Alors, si on revient à un point d'histoire, c'est la question que je voulais poser. Voilà, au début, on n'a pas répondu, donc c'est tout de suite écarté. Je voulais dire, est-ce que... votre question, pardonnez-moi, mais je reviens, parce que vous en souvenez peut-être même pas. Allez-y. Si le pape François était en rupture avec... Et je commençais à vous répondre, oui, il est en rupture avec un prédécesseur, à savoir avec Jean-Paul II, qui, dans un discours sur la pointe des pieds, parce qu'il savait qu'il se mettait en rupture, lui, pour le coup, avec ce qui a précédé, à savoir une déclaration qu'il a faite à l'ONU, enfin écrite à l'ONU en 82, je ne me souviens pas exactement de la date, dans laquelle il dit que, je vais essayer de retrouver le texte parce qu'il est très important, voilà, c'est la déclaration du 7 septembre 82, Jean-Paul II disait « Dans les conditions actuelles, une dissuasion basée sur l'équilibre, non certes comme une fin en soi, mais donc comme étape sur la voie d'un désarmement progressif, peut encore être jugée comme moralement acceptable. » Ce qui est évidemment, du point de vue moral, assez curieux. Donc, provisoirement, c'est moral. Oui, c'est étonnant. C'est la position de la Bessélie. Mais c'est ce que j'allais dire. Le chilien. Voilà. Le point très discutable, c'est la notion d'équilibre. C'est ce qu'on a dit pour justifier. C'est l'équilibre de la terreur. Alors, il n'y a jamais, en matière militaire et humaine, il n'y a jamais d'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où il va y avoir un dépassement d'une partie et puis un sous-armement de l'autre partie. Il faut comprendre que c'est une dynamique. Ces histoires d'armement, c'est une question dynamique. Il n'y a pas d'équilibre. Oui. Il n'y a pas d'équilibre. On va laisser finir d'autre part, le but étant la dissuasion par, attention, c'est le bluff. Bluff, si c'est dans le meilleur des cas, je ne le ferai pas. Mais en tout cas, conditionnellement, je vais vous écraser. Je vais écraser vos plus. Pour la France, ce n'est que ça. Hein. L'état des forces atomiques françaises est tel qu'on ne peut on ne pouvait faire qu'une chose, on peut encore, c'est-à-dire vitrifier, comme on dit, une partie du territoire soviétique. À l'époque. Aujourd'hui, ce sera bon, je ne sais qui. Et quant à François, la paix, la déclaration qu'il a faite à Nagasaki, la paix et la stabilité internationale sont incompatibles avec toute tentative de compter sur la peur de la destruction réciproque ou une menace d'anéantissement total. Donc il est contre la dissuasion. Et pour le coup, qu'on me pardonne, je suis pro-François là, sur ce point-là. Vous le voyez dans la... En fait, vous êtes pro-François parce que vous le voyez dans la continuité... Corrigé. Oui, enfin, je le vois dans la continuité. Non pas de Jean-Paul II, si je comprends bien, mais de Pie XII, alors. Voilà, ce que j'accorde à l'abbé Chélier, il y a des choses, mais notamment le fait que c'est un problème nouveau qui s'est posé
à l'Église notamment, et aux moralistes d'une manière générale. La preuve en est que donc, Pie XII, dans un discours de 53, dit, très étonné par... Enfin, il y a des discours de Pie XII très anti-guerre, ça c'est clair, hein, et notamment sur la post-guerre. Qu'est-ce qu'on va faire après la guerre? Il faudrait que le Christ soit au centre, etc. Donc des choses extrêmement fortes qu'on n'entend plus du tout aujourd'hui. Ah oui, ça, le Christ est évacué depuis le Concile. au plan social et politique dans le discours de l'Église. En 53, dit, ben oui, là, grosso modo, enfin, il le fait sur la pointe des pieds, il ne va pas très loin, disant la théorie de la guerre juste, grosso modo, dit qu'on peut répondre à une injuste agression. Alors, sans doute, pourrait-on répondre à une agression ABC. Puis, tout de suite après, parce que là, le magistère fonctionnait à plein. Alors, pardon, 54, ABC, c'est armes atomiques, biologiques, chimiques. Voilà, pour Voilà, que qui tout donc le monde ont pour comprenne but bien. d'écraser les populations civiles, encore une fois. En 54, il revient là-dessus, non, c'est pas possible. Donc en 54, il condamne l'usage, enfin l'utilisation possible des armes ABC, dans la mesure où elles détruisent toute vie, donc innocente, dans un territoire donné. Et ça a été suivi sur ce point-là aussi par le Concile. Gaudium Spes, je vais même, pour une fois aussi... Non, mais c'est une émission exceptionnelle à laquelle vous assistez. Et la Bécélier rallie le magistère moderne. Bon, alors d'une manière... Enfin, vous ralliez le magistère de Jean-Paul II. Donc, toute différente de Pie XII, c'est le numéro 80, Gaudium Spes, qu'il faut aller voir. Toute différente et, on va dire, très humaniste dans la manière dont c'est mais enfin, n'empêche que, sur le fond, dans une telle conjoncture, faisant sienne les condamnations de la guerre totale déjà prononcées par la guerre des papes, très bien, ce Saint-Synode déclare « Tout acte de guerre qui tend indistinctement à la destruction de villes entières ou de vastes régions avec leurs habitants est un crime contre Dieu et contre l'homme lui-même qui doit être condamné fermement et sans hésitation. » Il est vrai que le Concile n'a pas osé condamner, en propre terme, la dissuasion. Il condamne la guerre atomique. Il n'ose pas aller jusqu'à la dissuasion, comme l'avait fait précédemment Pie XII et comme le fait aujourd'hui Pape François. Monsieur Labessier, vous êtes plutôt vauchtilien, si j'ai bien compris. Je distinguerais dans la parole du pape François l'usage de la peur, qui me paraît tout à fait légitime et qui est quand même une base de la guerre. C'est-à-dire, comme dit notre Seigneur, que celui qui va à la guerre avec 10 000 hommes s'assoit et réfléchisse si celui qui vient face à lui avec 20 000 hommes ne va pas le vaincre. Et donc, il a peur d'être battu et donc il bien sûr. Oui, la crainte est le début de la sagesse. Voilà. En somme. Et autre chose est effectivement l'usage d'armes telles que les armes nucléaires, puisque la guerre est un dépassement du droit. C'est quand le droit ne peut plus être... Il n'y a plus d'instance chargée de dire le droit, qu'on se bat, celui qui gagnera aura raison. C'est ça la guerre, hein, le dépassement du droit. Mais le but... Le droit est quand même toujours là. Voilà, non mais je veux dire, le dépassement du droit dans le sens qu'il n'y a plus d'instance qui régule, tout simplement parce que c'est entre les nations, il n'y a pas d'instance supérieure aux nations, etc. Mais je dirais, le but de la guerre est d'obtenir un certain bien. Si effectivement la guerre arrive à la destruction totale, c'est absurde. Je dirais, si vous voulez, ce slogan qu'on a eu dans les années 80, plutôt rouge que mort, a une certaine vérité. C'est-à-dire, il vaut mieux être sous l'oppression que très grande émission. Que l'ensemble du pays soit totalement détruit. On n'obtiendra pas le bien recherché, qui est la préservation du pays, s'il est totalement détruit. Donc, en ce sens-là, l'usage d'armes nucléaires qui détruisent finalement les deux côtés, parce que tout le monde se répond, ça détruit les deux côtés, ça n'a plus de sens, puisqu'on essayait d'obtenir un certain bien et on obtient un mal absolu. Mais en revanche, dire que la peur est en soi quelque chose de mauvais, ça ne me paraît pas justifié et légitime. C'est vrai qu'il le dit très mal, je suis bien d'accord. Je parlais du fond du propos, à savoir la condamnation de la législation. En effet, la peur... c'est pas la bonne raison, c'est ce que vous voulez dire. La peur est bonne conseillère, voilà. Bien sûr. Mais la peur d'un armement qui va détruire les armées de l'adversaire. C'est ça. Hein, le fait, par exemple, la ruse de guerre est permise.
Donc une sorte de bluff, le fait de faire croire à l'ennemi qu'on recule alors qu'au contraire on va l'écraser, ou bien qu'on a des armées beaucoup plus fortes que celles qui pensent, ça tout à fait d'accord. Le fait de ne pas dire les armements dont on dispose, ou de faire défiler sur la place rouge ou ailleurs des armements pour faire fictifs. En plastique. C'est tout à fait Pas possible. seulement ça. Que l'ennemi soit, pas seulement sur la place rouge, que l'ennemi soit assez intelligent pour comprendre que et ça c'est ou assez bien informé. renseigné. Je rappelle quand même Rappeler, puis après je rappelle que la conférence épiscopale française, puisqu'on maintenant on soutient toute la modernité, la conférence épiscopale française a voté pour la dissuasion nucléaire. Absolument. Et que Gaillot Monseigneur Gaillot a été lâché parce qu'il s'était opposé sur une question de guerre nucléaire. À mon avis, il en avait tout à fait le droit. Ils auraient mieux fait de le lâcher pour les idioties qu'il avait dit ailleurs. Mais en tout cas, c'était à l'occasion d'un vote de la conférence épiscopale française sur la dissuasion nucléaire. Vous avez tout à fait raison. Et donc la conférence épiscopale française a été confortée par Jean-Paul II à l'époque. Il en était bien content. Mais il faut dire que donc Gaillot, Monseigneur Gaillot, Jacques Gaillot et ceux qui s'opposaient, Riobé aussi, je crois. Avant, Riobé, mais il était mort à ce moment-là, je pense. Se sont opposés à l'exécution. Et c'était pour ils avaient raison sur le fond, un petit peu. Bon, bref, ils avaient raison sur le fond. À la manière du pape François, vous voulez dire. Mais les raisons étaient celles du pacifisme à l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui, enfin du moins pas dans les mêmes formes. Effectivement, les pacifistes sont à l'ouest et les missiles sont à l'est. Alors, ce n'était pas totalement faux. Ce qui était totalement vrai. Mais c'était un peu faux aussi, parce qu'il y avait aussi des missiles à l'ouest. J'aimerais quand même reprendre un cas historique, le seul cas historique, comme l'a bien souligné l'abbé Sellier, qui est celui des bombes atomiques larguées par les Américains sur Nagasaki et Hiroshima. L'un des arguments qui est utilisé, c'est pour justifier ces deux bombardements, c'est de dire que si on n'avait pas procédé à ces bombardements atomiques, le Japon aurait continué pendant encore des années la guerre et ça aurait entraîné encore davantage de victimes. Donc voilà, là on a un cas concret historique qui se pose. Est-ce que ça donne pas quand même une certaine raison en faveur de l'utilisation de ce type de bombes sur des cibles très particulières? Oui, ça donne raison si on est utilitariste, si la fin justifie les moyens. Mais alors, vous voulez dire qu'on aurait pu continuer la guerre par des moyens, par des moyens classiques? D'abord, on n'en sait rien, on ne sait pas qu'est-ce que... Oui, mais attention, on n'en sait rien, il faut quand même être prudent. Voilà. Attendez, on va laisser parler Daniel Amiche un petit peu. On n'en sait rien encore. Moi, je ne suis pas un historien de la Deuxième Guerre mondiale. Mais moi non plus, mais... Ni un spécialiste des armements de toutes sortes. Ça ne m'intéresse pas trop, je veux dire. J'ai d'autres sujets. Le couteau, un petit peu, non sur le couteau volant, m'intéresse beaucoup, là, actuellement. Le couteau pour le saucisson. On ne sait pas. C'est une justification a posteriori d'une abomination réelle. C'est-à-dire qu'on a écrabouillé deux villes, dont une ville qui n'a aucune espèce. Nagasaki n'était pas une ville. Le principe. Non, le principe, on dit oui, mais voilà, ça, les Japonais n'auraient jamais cessé de combattre. C'est très facile. Ils n'avaient plus. Monsieur Abbé. Un pays qui n'a pas de source d'approvisionnement en matières premières, comme l'est le Japon. Et si le Japon avait envahi énormément d'îles, de pays, etc. Bien sûr, c'était fini. À la fin de la guerre, c'était terminé. C'était chassé. Tout à fait, quand même. Chassé des Philippines, chassé de Chine, chassé de partout. Bon, de Birmanie, partout. Bon, à la fin, c'était fini. Ils étaient réduits. Dans les années 70, on a encore retrouvé des... Non, c'est pas un argument. Je sais. Un type qui était dans une forêt... Non, on en a retrouvé plusieurs. C'est pas un type. C'est pas un argument. C'est le Réliardi dans la... C'est pas un argument. Non, ce qu'il faut dire, je crois que vous pouvez pas balayer ça comme ça en disant c'est pas un argument. Je vous dis pas que c'est un argument, je vous expose un fait. Il y a un type qui est resté pendant 30 ans dans en toute hypothèse, encore une fois, c'était un moyen mauvais pour une femme. À l'époque, les États-Unis avaient arrêté... Le fusil aussi est mauvais. Avaient arrêté... Non, le fusil n'est pas mauvais, l'usage, le moyen mauvais, l'extermination des populations civiles. D'accord. À l'époque, les États-Unis disposaient d'un argument choc. Ils avaient un certain nombre d'otages, donc de Japonais qui se trouvaient sur le territoire, un assez grand nombre. Un demi-million. Oui, dans les camps de prisonniers. Ce que vous appelez les otages, c'est des prisonniers. Prisonniers de guerre. Des Américains d'origine japonaise. Ah oui, d'accord. Des Américains d'origine japonaise qu'ils avaient internés. Ils avaient internés au moment de la déclaration de guerre. À un moment de Pearl Harbor.
utilité morale d'exécuter ces prisonniers et ces otages pour faire... C'est pas ce qu'ils ont fait. Non, ils l'ont pas fait, mais ils pouvaient le faire. Ils pouvaient le faire. Au cours de ça aurait été... Oui, au cours de l'histoire de la guerre chrétienne, on a eu des exécutions d'otages par des gens qui ont été décorés par le pape. Mais c'était immoral. Par des gens qui ont été décorés par le pape. Il faut bien qu'on vous comprenne. Ce que je veux dire, c'est que le moyen aurait peut-être été efficace, mais jamais il n'aurait... Ça resterait mauvais, c'est ce que vous voulez dire. Un moyen mauvais, oui, qui aurait été pour une fin bonne. Mais c'était pas possible. On ne pouvait pas le faire. De la même manière, ne pouvait-on pas... De la même manière, pour hâter la fin de la guerre, le bombardement de Hambourg, par exemple, qui a été quelque chose de terrible... Je peux donner le témoignage de mon père qui a assisté. Il était prisonnier dans cette région-là, assez loin, hein, et pas sous les Bourbons. Mais il a vu les bombardiers anglo-américains. Ce qui montre bien quel était le but poursuivi par les Anglo-Américains. Hambourg est sur les bords de je ne sais pas quel fleuve. Enfin, donc, d'un côté, la ville, m'a-t-il dit X et X fois, de l'autre côté, les industries, et notamment les industries navales. Or, il n'était pas possible de se tromper. Or, les bombardiers ont bombardé la ville, pas les industries, qui, 15 jours après, pouvaient, ou 3 semaines, ou je ne sais pas... Ils pouvaient reprendre leur activité au service du Reich. Non, mais surtout des Américains quand ils ont... très bien, oui. C'était ça le but. C'était ça le but. Donc, ne pas détruire totalement pour pouvoir réutiliser ensuite. En effet, bon, ça n'a pas ébranlé Hitler, il a fallu... Mais ça non, ça n'a pas ébranlé Hitler, ça ne nous a pas échappé. Ça a ébranlé les populations. Elles n'étaient pas les mêmes après. Non, mais historiquement, il est clair que les raids des forteresses volantes qui arrivaient à 3 ou 4 000 avions de nuit, il y a eu une politique, Dresde et Hambourg et tout ça, était une politique terroriste. Ça, c'est clair, puisque les historiens le disent, et les généraux qui ont lancé ça, notamment britanniques, le voulaient. Bon, ça, effectivement, c'était... Mais c'est terroriser les populations. Terroriser les populations pour se séparent de leurs autorités. De leur chef. Dans le cas du Japon, effectivement, c'est une évaluation technique, savoir si le Japon va céder ou va pas céder, s'il est en bout de course, s'il n'est pas en bout de course. Mais il avait prouvé dans les années précédentes qu'il était d'une résistance incroyable. Je rappelle qu'à Iwo Jima, quand les Marines ont capturé Iwo Jima, ils ont perdu près de 50 000 hommes. Parce que les Japonais se sont battus jusqu'au dernier. Donc effectivement, dans l'évaluation de la poursuite de la guerre, par rapport non seulement aux soldats américains, mais par rapport à la population japonaise, il était légitime de se dire, est-ce que si je tue tant de civils qui font partie de la guerre moderne, c'est-à-dire on est tous impliqués dans la guerre parce que tout le monde y participe. Je rappelle qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, des jeunes de 14 ans et des vieux de 70 ans ont combattu pour l'Allemagne, parce qu'ils ont été mobilisés, etc. Alors qu'on disait c'est des gens de 14 ans, l'Hitlerjugend, mais ils ont été mobilisés et ils ont combattu. Et donc, effectivement, c'était une question à se poser. Est-ce que si je sacrifie tant de civils, qui de toute façon seront sacrifiés si la guerre se poursuit pendant 2-3 ans, pour éviter beaucoup d'autres civils? C'est une vraie question, et c'est une vraie question qui est liée à la guerre, parce que la guerre, c'est tuer les autres pour qu'ils cèdent. Parce que c'est quand même ça le fondement. Encore une fois, la guerre est le dépassement du droit, parce qu'il n'y a plus d'instance qui est capable on va parler des instances internationales, à partir de combien de bombes atomiques, c'est juste qu'une seule aurait suffi. Non, alors après, il est vrai que nos amis états-uniens, pourquoi pas trop. Mais nos amis états-unis voulaient aussi tester leur nouvelle arme. Ça, il faut être honnête. Et que leur morale est utilitariste. Ils sont désoblants. Mais quelle différence finalement entre les bombes de Dresde et celles de Nagasaki? Sur le calcul est le même. Ah non, mais je pense que c'est la même. C'est le même calcul. Et c'est le même principe qui est mauvais. Simplement, c'est pas tout à fait juste dans la mesure où, si vous voulez, les bombes nucléaires avaient un effet de choc et d'effroi que n'avaient pas ces armes plus conventionnelles, qui étaient parce que les Américains, les Anglo-Américains ont passé des mois et des mois à bombarder toutes les nuits. Ils passaient donc avec leurs 4000 forteresses volantes, tandis que là, en une fraction de seconde, 2 villes sont anéanties. Alors le gouvernement, là, il se dit, si les États-Unis ont encore 20 bombes, nous n'existons plus. Voilà. Et donc, à ce titre-là, l'effet
la réalisation des faits a beaucoup plus de portée. Vous légitimez, je si ne puis légitime dire, pas, je pose la question. Non, vous n'avez pas la question, là. C'est pas, Non, c'est rhétorique, pardon. Voilà. Mais... Non, mais je pose la question. Non, mais moi, je suis contre la guerre en soi, effectivement, et la Seconde Guerre mondiale en particulier, Non, qui a mais ça, été on va faire. effectivement une destruction totale Après, c'est de le déclenchement de la l'humanité. guerre, c'est autre chose, Mais- qu'elle soit immorale totalement, et vraisemblablement celle de 14. Ouais, Ça, c'est autre Voilà. chose. Mais je dirais, je veux pas trancher de façon facile en disant tac, voilà, Oui, vous auriez pas dû faire ça, mais il s'agit parce pas- que les autres choses, parce que on dit effectivement, si les États-Unis avaient donc exécuté leurs citoyens d'origine japonaise, c'était un acte, donc, je dirais, de terrorisme, etc. Mais déjà les interner pendant plusieurs années, alors qu'ils étaient des citoyens américains tout à fait honnêtes et honorables, c'était déjà quelque chose de bizarre. Or, tous les pays l'ont fait. La France Oui, alors là, pour le coup, ça se discute, parce qu'on ne les tuait pas. Enfin, ils ont pas rigolé dans les camps. Peut-être. Ils ont bien pas, sûr, pendant bien 3 sûr. ans, ils ont pas. Enfin, C'était pas des camps de vacances. On les a Après, pas on tués. les a pas tués. On les a pas tués, mais enfin, certains n'ont pas survécu quand même. Oui, bien sûr. Ça, vous avez raison de le dire aussi. Pour parler de dissuasion, on pourrait prendre un exemple donc, de terroristes qui vont exécuter des otages, et on va leur répondre par un même bluff, donc une dissuasion. Nous avons, vont dire les policiers d'intervention, nous avons pris votre mère, votre fille, etc. Nous allons les exécuter. Si vous exécutez, nous exécutons. Est-ce que on peut pas même le dire? Voilà, mais là, c'est dans la paix. Il faut, la guerre n'est pas mais de la même chose c'est que de la guerre. Le terrorisme, nous sommes en guerre actuellement en France, qu'on le veuille ou non. Le terrorisme, c'est de la guerre. L'État français a répété à plusieurs reprises, Oui, mais sous Hollande, que... alors c'est peut-être de la rhétorique. C'est de la rhétorique à mais- 3 sous dans la Peut-être, réalité. mais enfin, un acte terroriste est un acte de guerre, on y répond par un autre acte terroriste, en tout cas... Par un autre acte de guerre, pas par par un autre acte de terroriste. guerre qui est terroriste, enfin, ou du moins, on dit qu'on va faire, c'est ça que je veux souligner, hein, alors qu'on ne va pas le faire, c'est sûr qu'on ne les tuerait pas, mais on va le faire, et on veut leur faire croire, c'est pas moral, ça on ne peut pas le faire, c'est pas une ruse possible. Je rappelle que Simon de Montfort, le légat pour la croisade contre les Albigeois, Oui. un jour un parti albigeois attaque des chevaliers. Et la coutume, c'était qu'il fallait laisser les chevaliers monter sur leur cheval, mettre leur armure avant d'engager le combat. Ils les ont attaqués alors qu'ils n'étaient pas en armure puisqu'ils étaient en train de voyager. Et donc, effectivement, ils ont été tués contrairement aux coutumes de la guerre. Il y a qu'a fait Simon de Montfort, encore une fois, qui a été le légat du pape, qui a été loué par le pape, qui a été tout ce que vous voulez. Il a pris 100 albigeois, il leur a crevé les yeux à 99, le dernier a crevé un œil, et il leur a dit, bon, ben, vous allez vous tenez par la main et vous allez à la ville pour leur dire, si vous me cassez les pieds, ça sera comme ça. Bon, voilà. C'est très mal. C'était la façon de faire la guerre de l'époque, Mais admise par tous. Personne n'a été scandalisé. Non, il faut pas faire de relativisme. Je ne fais pas de relativisme, je dis que On peut aligner comme ça, évidemment, des tas d'actes très mauvais qui ont été faits par des armées chrétiennes, des rois chrétiens. Oui, là, il faut en revenir au principe quand même. Non, parce qu'encore une fois, les règles de la guerre évoluent, parce qu'encore une fois, l'Église a voulu interdire les arbalètes, puis finalement, elles ont été jamais admises. ne pourra évoluer, la fin ne justifie pas les moyens. Non. C'est une parole de l'écriture, ça ne peut pas. Et donc la guerre menée par les Américains en Irak, par exemple, était une guerre immorale. Sans aucun doute. Hein. Il s'agissait de détruire des populations civiles. On nous raconte des histoires sur les opérations de Sherika. On sait maintenant que ça a été une destruction radicale de toutes les populations civiles. Alors, je voudrais aborder un autre thème qui a été souligné par l'abbé Sellier dans son argumentation, c'est de dire qu'il n'y avait plus aujourd'hui d'instances internationales capables... Il n'y en a jamais eu beaucoup, mais bon. Oui, c'est ça. Il y a encore à part la tentative de la part de l'Église, justement, voilà, d'être cette instance internationale. Ouais. Mais c'est justement, ça pose tout le problème des organismes internationaux qui existent aujourd'hui, puisque votre argumentation a servi à ceux qui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, enfin même avant, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont décidé d'établir l'ONU pour que, justement... Déjà, à la fin de la guerre de 14, la Société des Nations, mais qui a échoué, donc on a remis le couvert, si je puis dire. Donc il y a bien une volonté quand même d'avoir une instance internationale qui empêche les conflits. Donc ça devrait
ça devrait mettre de côté toute question de dissuasion nucléaire. Quelle est la question? Il n'y a pas de question. Je dirais deux choses. D'abord, je pense qu'effectivement, essayer de rechercher à constituer des instances internationales qui permettent de réguler, de réduire le risque de guerre, c'est une chose qui en soi est bonne, et que les papes, depuis la fin du XIXe siècle, ont encouragé. Donc sur le principe, vous êtes d'accord? Très largement. Maintenant, effectivement, le problème, c'est que, sauf à faire une armée mondiale qui interviendrait et qui donc créerait de nouveau... Avec des bombes atomiques. On se trouve devant les limites, si vous voulez, les limites de l'humanité. Les limites de l'humanité, vous avez des groupes, empires, nations, peu importe, des groupes constitués avec des armées, etc. Et au-dessus, il n'y a pas de société mondiale, c'est un fait, et je crois que ça n'arrivera jamais de façon vraiment efficace, parce que l'homme est comme ça. Et pour en revenir à la dissémination nucléaire, la prolifération nucléaire, alors c'est très bien de dire le fait que petit à petit les États se dotent d'armes nucléaires. La question, c'est effectivement, soit on arrive à réguler un point de vue mondial, soit il est légitime que celui qui se dit le Pakistan a la bombe atomique, si je ne l'ai pas, je suis très faible devant le Pakistan. Si je suis les États-Unis et que je supprime mon arsenal nucléaire et que le Pakistan ou Israël ou je ne sais pas qui, des États instables ont cette arme, je suis dans une position de faiblesse insupportable pour ma population. Donc c'est effectivement, on se trouve, et encore une fois, c'est la question de l'humanité, et la guerre est intrinsèque à l'humanité parce qu'il n'y a pas, et je crois qu'il ne peut pas y avoir sérieusement d'État mondial. Tous les grands empires, empire romain, empire d'Alexandre, finalement, ou même de Napoléon, ont tous écroulé parce que c'est trop grand, il y a trop de variétés, etc. Et donc on ne pourra pas empêcher à certains égards. Il faut réguler. Il y a des conventions, la Convention de Genève, etc., sur la guerre, mais à chaque fois on invente des nouvelles armes, etc. Alors, juste pour finir, je pense qu'on dit, voilà, l'arme nucléaire et tout ça, donc elle n'a servi qu'à Nagasaki et Hiroshima, ce qui est déjà beaucoup trop, mais par exemple, les mines antipersonnelles ont tué beaucoup plus de monde que les bombes atomiques de Nagasaki et Hiroshima.Elles ont tué des millions de personnes et blessé. On pourra faire une émission sur les mines antipersonnelles. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien sûr totalement immoral. Voilà, mais ce sont des armes de petit calibre, si je puis dire, par rapport à la grosse bombe atomique. Mais de facto, dans la réalité historique, la bombe atomique a beaucoup moins tué que les mines antipersonnelles. Mais le principe est dans le même. Voilà. Vous vouliez dire quelque chose? Pour les organisations internationales, bon, très bien, elles peuvent en effet avoir un effet, pourquoi pas positif. Simplement, il faut savoir sur quel principe elles reposent. Il peut, à mon sens, selon Aristote, saint Thomas, y avoir une organisation qui soit supérieure aux nations, comme telles, c'est-à-dire aux cités légitimes, j'entends bien sûr, qui respectent le bien commun, etc. Donc, une organisation internationale, oui, pourquoi pas, à condition que ce soit fondé sur le véritable droit international, à savoir un droit contractuel, en quelque sorte. C'est-à-dire que ces organisations vont être des instances d'arbitrage, de même que dans les relations entre particuliers, on peut décider à supposer que des particuliers soient des sociétés totales. Donc là, ils ont bien sûr des juges qui viennent du prince, mais à supposer que des particuliers soient totalement indépendants, et dans une affaire donc qui ne relève pas de morale publique, ils vont décider qu'une troisième personne, un arbitre, qu'ils désignent ou qu'ils délèguent leur pouvoir, va juger et va permettre de s'entendre. Donc dans cette mesure-là, mais je ne pense pas que les organisations internationales soient fondées sur ces principes. Ils répondent à ces critères. Voilà, ça il faut quand même le préciser. La question, c'est qu'on pourrait imaginer qu'il y ait une société humaine mondiale, on pourrait l'imaginer, n'est-ce pas, que effectivement, de même que les États-Unis sont des États qui se sont unis avec vraiment une unification, on pourrait l'imaginer. Moi, je ne le crois pas possible parce qu'il y a trop de variétés. Donc, s'il y avait une société mondiale, eh bien, tous délégueraient au chef suprême, au chef ou à l'instance suprême le droit de régler les conflits, comme c'est le cas dans la nation, etc. Mais de facto, je crois que ça ne sera pas possible. Et effectivement, on ne sortira pas du contractuel. Et si on n'est pas d'accord dans la discussion contractuelle, alors on se battra.
c'est la guerre. Très bien, merci de ces rappels. Si je tentais de résumer, je suis sûr que vous allez intervenir les uns et les autres, mais si je comprends bien, dans sa position traditionnelle, l'Église condamne le principe de l'arme nucléaire. Là-dessus, vous êtes tous d'accord. Elle condamne aussi son usage, mais là-dessus, vous pensez que certains d'entre vous, enfin l'abbé Sellier pour ne pas le cacher, estiment que il y a un principe de réalité qui commande en somme. Ben, disons que les incantations du genre « la guerre c'est pas bien » ou « Imagine » de John Lennon, une très belle chanson en soi. C'est votre côté anti... Voilà, mais ça suffit pas, ça suffit pas. Encore une fois, les gens qui sont dans l'action sont aussi partie prenante du jugement moral de ce qui se passe, parce que les choses évoluent, parce que les situations sont complexes, et dire voilà, c'est pas bien la guerre, etc., ça ne suffit pas. La guerre injuste. Ah non, mais la guerre injuste... Mais qu'est-ce que la guerre injuste? La guerre injuste est mauvaise. Qu'est-ce que la guerre injuste? On reviendra sur cette thématique, mais... C'est ce que je crois qu'il faut dire. Quand la guerre est injuste, elle est mauvaise. Et elle peut être injuste dans sa déclaration, elle peut être injuste dans la manière d'être menée, et... injuste dans ses Le effets également. fait de poursuivre une fin bonne, la fin de la guerre, par des moyens mauvais, l'anéantissement des populations civiles, me paraît être immoral. Merci beaucoup à tous pour ces éclairages sur l'utilisation, enfin sur le principe et l'utilisation de l'arme nucléaire. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous avec le Club des Hommes en Noir pour aborder un tout autre sujet. D'ici là, que Dieu vous garde.